Michel Masson et Pierre Halloran, bonjour. Bonjour. Alors bien sûr, vous allez nous dire quel souvenir vous avez gardé de l'homme Xavier Belin, mais juste avant de vous donner la parole, on écoute un petit portrait réalisé par Morgane Moile. C'est après le décès de son père qu'il plonge dans le monde agricole en reprenant son exploitation à Donnery. Il abandonne le bac pour passer son brevet d'études professionnelles agricoles à Amilly. Dès le début, il milite aux côtés du Centre départemental des jeunes agriculteurs, puis devient président de la Chambre d'agriculture du Loiret. Xavier Belin poursuit son parcours pour atteindre la place de président de la FNSEA en 2010. Il briguait un 3e mandat. Il était de plus président du puissant groupe industriel Avril depuis 17 ans. En même temps, il dirigeait une exploitation de céréales d'environ 500 hectares à Trénoux, associé à son frère et ses 2 cousins. Dans son livre « Notre agriculture est en danger », publié en début d'année, il nous dévoile son idée de l'agriculture. Critiqué par certains, soutenu par d'autres, le décès de Xavier Belin bouleverse le monde agricole et la classe politique. Oui, voilà, Pierre Halloran et Michel Masson, son décès, j'imagine, vous a surpris comme tout le monde ? Évidemment, puisque, comme je l'ai déjà dit à de nombreux collègues, à vous, nous étions le vendredi précédent son décès, ensemble. Nous avons déjeuné à côté de chez lui, d'ailleurs, sur Orléans. Et l'après-midi, nous sommes rendus à l'Assemblée générale des jeunes agriculteurs du Loiret qui fêtaient leurs 60 ans. Et c'est vrai que c'est curieux, les choses, puisqu'en fait, il a commencé son immense carrière en tant que président des JA de l'époque, qui s'appelait le Centre départemental des jeunes agriculteurs, et sa dernière intervention publique l'a été vendredi après-midi au même JA. Il est remonté vendredi soir sur Paris, et personne ne l'a plus revu, puisque le lundi devait revenir sur le département. Nous avions des rendez-vous en commun, et malheureusement le dimanche après-midi nous apprenions cette effroyable nouvelle. Pierre Halloran. Moi aussi, j'ai été complètement sidéré. Et pour tout vous dire, j'ai pas cru au départ. Et c'est vrai que parfois, on voit des bêtises sur Internet, ou pas dans les journaux, bien sûr, les bons. Hein. Mais non, j'y ai pas cru. Je l'avais vu, non pas le vendredi, mais le lundi d'avant, donc en début de semaine, parce que j'avais pris rendez-vous avec lui depuis longtemps pour lui présenter les projets de l'université. Et comme toujours, il avait été extrêmement attentif, extrêmement à l'écoute. Alors bien sûr, maintenant, je me dis, il était peut-être un peu fatigué, effectivement. On reconstruit. Mais il était très enthousiaste, comme toujours, avec une vision stratégique. Il m'avait dit, je te soutiendrai pour faire venir Sciences Po Orléans. Enfin, voilà, beaucoup de choses qui me reviennent. Et il m'avait dit aussi, l'année prochaine, je ne serai plus là. J'avais évidemment compris comme tout le monde, puisqu'il avait annoncé qu'il ne serait plus là au Césaire. Malheureusement, il ne sera plus là. Christian Bidot. Oui, Xavier Belin était quelqu'un de très important. Il parlait d'égal à égal avec les ministres, même avec le président de la Commission européenne. On l'a d'ailleurs constaté lors de son enterrement, puisque on n'a jamais vu autant de personnalités à la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans. Était-il vraiment l'homme le plus puissant du Loiret, comme on a pu le titrer, Michel Masson? Je ne sais pas si c'était l'homme le plus puissant. En tout cas, c'était un homme remarquable qui s'est forgé suite au décès de son papa, qui est arrivé bien évidemment très prématurément, puisqu'il n'avait que 17 ans quand son papa est décédé. Et effectivement, du jour au lendemain, on passe de l'insouciance de l'adolescence à chef de famille, chef d'entreprise, etc., etc. Et Xavier Belin avait des capacités hors normes de travail, des capacités intellectuelles phénoménales qui lui permettaient effectivement de rebondir d'un handicap terrible pour un jeune de perdre son papa à 17 ans. Il en a fait un atout et a rebondi avec un niveau d'excellence. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'effectivement, il était capable de discuter avec n'importe quel grand chef d'entreprise, n'importe quel président ou ministre, mais il savait aussi rester simple, parce que quand il revenait dans le Loiret, il était capable de discuter avec le tout petit agriculteur du fin fond de la campagne et être à l'écoute de celui-ci aussi. Pierre Laurent, au Césaire comme ailleurs, il avait la dimension, et c'est pas méprisant pour les agriculteurs, mais il était bien au-dessus de ce qu'on attend d'ordinaire d'un agriculteur. Il parlait un peu comme un technocrate, comme un homme politique parfois. Comme un technocrate, non, parce qu'il avait un sens du concret très fort, effectivement une capacité, comme vous l'avez dit, Monsieur Masson, à parler d'égal à égal avec tout le monde. Et on a souligné tout à l'heure qu'il était autodidacte, alors qu'il avait évidemment des grandes qualités intellectuelles. C'est les circonstances de la vie, circonstances terribles, la perte de son père, qui l'ont fait abandonner. Il était en première C au lycée Potier, on aurait pu se croiser d'ailleurs. Bon, il aurait sûrement fait des brillantes études. Et donc,
il n'avait absolument pas de complexe, ni de supériorité, ni d'infériorité. C'est-à-dire que souvent, c'est vrai que les autodidactes, par rapport aux universitaires, ne se sentent pas toujours très à l'aise. Lui, sans aucun problème, ni morgue, ni mépris pour, voilà, les universitaires ne sont pas dans le concret, etc. Non, il écoutait beaucoup. Il avait une capacité d'empathie et surtout de faire confiance. Et je crois que c'est ça qui lui permettait d'exercer énormément de fonctions en parallèle. Hein. Le Césaire, vous l'avez rappelé, mais aussi la présidence du Conseil de l'agglomération d'Orléans, enfin Orléans Métropole aujourd'hui. Et effectivement, il accordait la même écoute, la même attention à chacun, et très vite, saisissant l'important de ce qu'on venait de dire, l'élément stratégique, il utilisait souvent ce terme, et puis l'ambition pour le territoire de la région, pour le territoire de l'Orléanais, et pour le bien-être des habitants. Et vous le disiez, Michel Masson, jusqu'au bout, il est resté très attaché à sa terre d'origine. Vous pensez qu'il tirait également sa force de ses origines paysannes ? Oui, je pense que ça, c'était son jardin secret. Hein. C'est ce qui le restructurait et ce qui lui donnait cette énergie. Moi, quand j'ai déjeuné le vendredi avec lui, le matin même, il était passé sur la ferme. Il y avait des travaux d'irrigation qui étaient en cours. Il connaissait parfaitement tout ce qui se passait sur la ferme, même si certains lui disaient, en tant que président du groupe Avril, il met plus les pieds, il met plus les bottes, etc. C'est faux. Ce n'était pas uniquement pour les photographes. Non. Il exploitait vraiment sa Tout ferme. à fait. Alors, il exploitait évidemment, c'est ses cousins et puis son frère qui font la plupart du travail. Quand on demande pas aux responsables de la CGT d'être sur la chaîne chez Renault. Alors on demandait à Xavier Belin d'être sur le tracteur et à la fois à l'OMC à Singapour ou je sais pas où. Donc je pense qu'aujourd'hui Xavier Belin avait vraiment une fibre agricole et ça c'était vraiment sa passion. Lui quand il revenait travailler sur sa ferme, c'était aussi pour réfléchir, pour se poser et puis pour travailler parce qu'il aimait la terre, il aimait le rapport avec la terre, avec le végétal, avec l'animal, parce que c'était tout sauf un grand céréalier. C'était quelqu'un qui aimait le métier d'agriculteur, mais pour moi, je pense que Xavier restera plutôt un visionnaire qu'un syndicaliste. Je reviens sur ce que je disais sur son influence par rapport aux hommes politiques. On disait que c'était lui le véritable ministre de l'Agriculture. C'est exact, Pierre Alain, à votre avis ? Non, c'était pour reprendre ce que vous évoquiez tout à l'heure, Christian, je ne sais pas si c'était le personnage le plus puissant du Loiret, mais je pense que c'était le personnage le plus influent de la région, au moins. Voilà. Et effectivement, il y a des anecdotes, alors je ne sais pas si elles sont vraies ou pas, mais sur le choix, par exemple, des ministres de l'Agriculture, ça, il était consulté. Effectivement, je sais, par exemple, puisqu'il m'en avait parlé, que François Hollande l'avait consulté sur le choix de Stéphane Le Foll, même si je pense qu'après, il avait peut-être regretté d'avoir parlé de Stéphane Le Foll. Il s'entendait bien avec Stéphane Le Foll ? Absolument pas. Non, c'était une catastrophe depuis quelques mois. De toute manière, on voit bien la présence de nombreux ministres. Xavier Belin passait plutôt par Matignon et par l'Élysée que par Stéphane Le Foll, auquel le dialogue était complètement rompu depuis nombreux mois. Donc Xavier Belin était un homme courageux et travailleur. Stéphane Le Foll ne travaillait pas trop ses dossiers et ça, Xavier Belin, dans une crise agricole comme on la vivait, que le ministre de l'Agriculture s'occupe essentiellement de son rôle de porte-parole du gouvernement et laisse les dossiers agricoles en plan, il ne pouvait pas supporter ça. Ça, c'est vrai que c'était le critère pour Xavier Belin, qui était absolument pas sectaire en politique, je peux en témoigner, et qui avait effectivement sa ligne de partage. Voilà, ceux qui veulent bâtir, ceux qui veulent construire, ceux qui travaillent, ceux qui connaissent, et puis les beaux parleurs, disons. Hein. Et effectivement, par rapport au ministre, je confirme, qui ne m'avait pas dit beaucoup de bien de Stéphane Le Foll. En revanche, par exemple, dans les anciens ministres, ils s'entendaient très bien avec Bruno Le Maire, par exemple, mais aussi avec des gens comme Emmanuel Macron, qu'il avait souvent au téléphone, y compris récemment, ou comme Matthias Fekl, le secrétaire d'État au commerce extérieur, qu'il appréciait, justement parce que c'était un bosseur et qui connaissait bien les dossiers. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer qu'il avait été pressenti pour être le ministre de l'Agriculture de Nicolas Sarkozy, qu'il avait décliné ? Je ne sais pas, mais je pense que oui. Oui, je pense que c'est toujours un peu délicat pour un président de la FNSEA, si brillant puisse-t-il être, de passer de l'autre côté. On a eu une expérience relativement malheureuse il y a très longtemps avec François Guillaume, et donc ça s'est pas très bien passé pour François Guillaume, qui était un bon président de la FNSEA, mais qui était un ministre relativement moyen, et je pense que ça a marqué les esprits. On a vu Christian Jacob, président des JA nationales, mais qui n'a jamais été ministre de l'Agriculture.
il est passé ministre de la Famille, etc., etc. Je pense que ça, c'est toujours difficile quand on est dans le syndicat de passer de l'autre côté. Ouais. C'est compliqué après. Mais néanmoins, Xavier Belin avait une autre dimension que seulement le syndicalisme. Donc on peut s'étonner qu'il ne soit jamais rentré en politique. Je pense que la politique, et on le voit malheureusement de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui promettent beaucoup de choses et qui ne tiennent jamais leurs promesses. Et Xavier Belin ne promettait jamais ce qu'il n'était pas capable d'obtenir. Et ça, son engagement, ça a toujours été ça. Du travail, construire et ne pas leurrer les gens. Ça, c'est un truc qu'il exécrait. C'est des gens qui leurrent et qui trompent leurs mandants. Rester en politique... Vous avez parlé tout à l'heure du ministère de l'Agriculture. On a aussi proposé, et plusieurs témoignages le disent, à Xavier Belin d'être tête de liste aux élections régionales, aux dernières élections régionales en 2015. Pourquoi a-t-il refusé, Pierre Alleron ? Je pense qu'il a bien fait, mais je pense qu'il aurait gagné. Qu'il aurait été un très bon candidat. Je suppose que du côté de François Bonneau, en tout cas, quand il a refusé, il y a eu un ouf de soulagement. Un certain soulagement, oui. Oui, tout à fait. Puis surtout, comme, excusez-moi cet avis là plutôt du politologue, vu comment la campagne a été menée du côté Philippe Vigier, etc., c'est-à-dire très mal, effectivement, je ne pense pas que Xavier Belin aurait fait les mêmes erreurs. Je crois qu'on retrouve ce que disait M. Masson, ou ce qu'on évoque depuis le début, c'est-à-dire c'était un homme d'influence, et il n'avait pas besoin, disons, des colifichets du pouvoir politique pour peser sur les décisions. Quand il avait des choses à dire à François Bonneau, il lui disait, seul à seul dans son bureau, et avec d'ailleurs une grande confiance mutuelle. Ça veut dire qu'il voulait garder également son indépendance politique ? Très certainement. Vous savez, même un ministre, enfin on en parlait, quel est le degré de liberté et d'action d'un ministre ? C'est assez limité. Je pense qu'il pesait beaucoup plus avec ses différentes casquettes, en particulier bien sûr de patron de la FNSEA, sur les décisions, quelle que soit d'ailleurs la majorité au pouvoir à Paris, plutôt qu'en étant député, président de région ou ministre. Effectivement, on ne l'a pas encore dit, mais c'est le premier céréalier à avoir accédé au poste de président de la FNSEA. Ouais, ceci étant dit, les céréaliers avec une exploitation qui comporte des vaches laitières. Xavier Belin, moi quand je l'ai connu, il était éleveur de moutons. Parce qu'effectivement, souvent on cite, vos collègues parisiens citent 500 hectares en Beauce. Tout le monde sait ici que la Beauce et Donnery, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et donc effectivement, on caricature un peu les choses, comme businessman, etc., etc. Au départ, quand il a été élu, j'étais là en tant que vice-président de la FNSEA à l'époque, quand il a été élu président de la FNSEA, ça s'est joué à 4 voix, dont certaines que j'étais chercher moi-même. C'était effectivement la caricature du gars qui a fait des grandes écoles, qui pouvait effectivement parler comme un énarque, mais qui pouvait parler aussi tout cru avec un agriculteur ou un simple salarié du secteur avec lequel il avait le plus grand respect, quelle que soit la carte de visite de l'individu. Oui, il y a quand même un mystère qu'il faut résoudre. Comment faisait-il pour assumer toutes ces casquettes ? Président d'Avril, président de la FNSEA, il était président du port de La Rochelle. Il dormait peu. Oui. Moi, je l'ai connu, il dormait à peu près 3-4 heures par nuit. Et je pense que ça a eu des conséquences sur sa vie, parce qu'effectivement. Mais comme il savait que son père était mort jeune, il avait peut-être peur aussi de partir trop tôt, ce qui malheureusement a été le cas. Mais donc des capacités intellectuelles supérieures à la norme, ça c'est indéniable. Pas besoin de dormir beaucoup, un esprit de synthèse extraordinaire. Oui. C'était pas la peine de lui faire un discours pendant une demi-heure. En 5-10 minutes, il avait compris l'essentiel. Oui. Et puis, effectivement, il a su, au poste clé, prendre des directeurs sur lesquels il avait totale confiance. Donc il donnait le cap et après, la tambouille interne, c'était au directeur. Et c'était le cas notamment au Césaire. Même chose, il était André Lopez. Très organisé, sachant bien choisir ses collaborateurs. Effectivement, André Lopez, qui a eu un rôle très important. Qui était le directeur général. Tout à fait, mais aussi des vice-présidents de confiance, venus de milieux très différents du sien, Yves Lauvergeat ou quelqu'un comme Éric Chevet qui avait une grande importance aussi. Donc le choix de bras droit et effectivement la confiance totale. Alors sauf quand il voyait qu'un dossier partait un peu en vrille. Là, il reprenait la main. Et puis, comme vous l'avez dit, Monsieur Masson, on lui exposait quelque chose. Tout de suite, il avait saisi les 2-3 idées importantes et la marche à suivre pour que le projet réussisse. Donc, effectivement, quelqu'un de très rapide intellectuellement, faisant des synthèses. Et puis, la confiance en l'homme.
Et une grande curiosité, parce qu'effectivement, il était expert dans les affaires agricoles, mais pas seulement, puisque le Césaire, il y a beaucoup d'autres... Le Césaire, le Conseil de développement de l'agglomération d'Orléans, il s'intéressait, alors pour aller très vite, pour quelques illustrations, il s'est beaucoup battu, on le sait, pour l'accès au statut de métropole d'Orléans. Il avait la vision à la fois de l'échelle régionale, mais aussi de l'échelle de l'Orléanais. Et les deux, pour lui, devaient être articulés. Il est beaucoup intervenu aussi récemment pour le projet Interrive, de la gare, et en particulier pour avoir une gare des Aubrais qui soit vraiment au niveau d'une ambition d'une métropole capitale. Il avait des inquiétudes là-dessus. Il était aussi beaucoup intervenu, aussi bien au Césaire qu'au Conseil de développement de l'agglo, sur tous les dossiers recherche. Alors, c'était quelqu'un, alors on lui a parfois reproché de peut-être trop mêler la recherche et l'innovation à l'agriculture, mais c'était beaucoup plus général que ça dans son esprit. C'était, un homme de progrès. Voilà, il croyait vraiment au progrès, au progrès global et au progrès au service de l'humain. Vous diriez un visionnaire également ? Oui, quelqu'un qui a une stratégie véritablement. C'est vrai qu'on souffre un peu, et on le voit bien en politique aujourd'hui, de gens qui se contentent de la gestion au jour le jour, ou pour faire plaisir à un tel ou à un tel. Lui avait vraiment cette vision d'avenir, mais tout en pensant qu'il fallait agir très vite et au présent. Cette vision s'est traduite notamment par Open Agri-Food qu'il a organisé à Orléans et sur le pôle agricole de haute technologie qui doit s'ouvrir à côté du CNRS à la source. Et donc là, effectivement, Xavier Belin était très très attentif à la recherche. D'ailleurs, il avait aussi beaucoup de relations avec la faculté d'Orléans. Et ça, il était... alors ça lui a valu quelques déboires parce que nos concitoyens sont très peu scientifiques aujourd'hui. Notamment, on l'avait taxé de pro-OGM, etc. etc. Donc lui, il regardait sur toute nouvelle technologie, sur toute recherche, ce qui pouvait être profitable à la fois pour ses mandants, les agriculteurs, mais aussi pour le concitoyen et le consommateur. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui sont utiles, sans excès, et il faut faire la part des choses. Il y a des nouvelles technologies qui peuvent être très utiles. D'ailleurs, aujourd'hui, on serait bien en peine de ne plus utiliser la technologie du génétiquement modifié. On serait incapable de faire des médicaments aujourd'hui, par exemple. Alors, comme le disait Christian, il avait créé effectivement l'Open Agri-Food avec Emmanuel Vasnex, le PDG de la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel. Alors, c'est peut-être encore un peu trop tôt pour le dire, mais est-ce que l'Open Agri-Food est menacé ou est-ce qu'il l'avait suffisamment bien ancré pour que ça puisse continuer ? La personnalité, les réseaux, l'influence, le dynamisme de Xavier Belin, mais je pense que beaucoup de gens, M. Vasnex bien sûr, mais aussi par exemple Olivier Carré, et je pense tous les responsables qui aiment le territoire orléanais, auront à cœur de mener à bien ce projet. Vous avez souligné, M. Masson, ses liens très forts avec l'université, le CNRS, le BRGM, voilà. L'INRA. Il avait vraiment conscience que le territoire orléanais avait une grande chance, celui d'avoir tous les grands organismes de recherche nationaux sur un même campus. Et effectivement, il voulait mettre tout ça en synergie. Mais comme il le faisait, il avait confiance dans les hommes et les femmes, et il avait confiance aussi dans l'avenir du territoire. Lors de notre dernière entrevue, la seule inquiétude forte que j'ai ressentie, mais vous allez peut-être confirmer, M. Masson, il avait très peur que le monde paysan qu'il connaissait si bien ne bascule vers un vote de désespoir, vers le Front National. Alors justement, puisqu'on parle d'avenir et puisqu'on parle de succession à la tête d'Open Agri-Food, sa succession à la tête de la FNSEA, comment ça va se passer, Michel Masson ? Est-ce que la vice-présidente actuelle peut être considérée comme la favorite ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres candidats ? Bon, aujourd'hui, il faut se méfier des favoris, on le voit. Un favori du jour, le lendemain, il lui arrive un malheur. Ça fait tailler un costume, vous voulez dire. Voilà, donc, bon, pour moi, en tant que, effectivement, ancien vice-président de la FNSEA et connaissant bien les rouages de la FNSEA, je pense que Christiane Lambert a de grandes chances de succéder à Xavier Belin. C'est quelqu'un qui est aussi un peu hors norme, qui a des capacités d'analyse et qui est une grosse bosseuse. Elle connaît. Femme, elle connaît. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que ce soit une femme, c'est qu'elle soit compétente. Qu'elle soit bien, voilà. Ce serait un beau signal. C'est un symbole. Oui, vous savez. Mais bon, les symboles et l'efficacité, je me méfie un peu. Aujourd'hui, je sais que Christiane Lambert a toute ma confiance parce que je la connais très bien de longue date. Nos premières rencontres à la FNSEA ont été un peu tempétueuses et depuis, nous avons travaillé ensemble et nous nous sommes compris. Et ça, c'est quelque chose de bien.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est elle qui tient, en tant que première vice-présidente de la FNSEA, elle assure l'intérim. Les statuts sont bien faits à la FNSEA. Et donc, le congrès électif arrive dans quelques jours. Et donc, je pense qu'elle a de grandes chances de remporter. Mais je me méfie un peu parce qu'aujourd'hui, tout peut très vite mal tourner. Mais je n'y crois pas. Les agriculteurs sont des gens plutôt sensés et ils vont pas mettre n'importe qui à la tête de la FNSEA. Ça serait trop grave pour eux. Pierre Laurent, donc au Césaire, pour l'instant plus de président jusqu'au mois de décembre, je crois, où il y aura le renouvellement. Alors c'était effectivement une situation très différente de celle de la FNSEA, puisque Xavier avait annoncé son départ déjà, qu'il ne redemanderait pas à être membre du Césaire même, et encore moins évidemment président, lors du renouvellement du mois de décembre prochain. Mais là, sa disparition brutale fait qu'effectivement le préfet de région doit nommer assez rapidement un nouveau représentant du monde agricole, et ensuite il y aura une élection probablement en avril, mais alors deux cas de figure, et on n'en sait rien pour l'instant, soit quelqu'un qui simplement, effectivement, assure la transition jusqu'au prochain renouvellement global du Césaire, soit quelqu'un qui prépare déjà la suite. Effectivement. Et au Conseil de développement de l'agglomération d'Orléans, il y a une présidente par intérim, en quelque sorte, qui a été désignée, qui s'appelle Isabelle Baranger, mais là aussi, il y aura probablement un nouveau président ou une nouvelle présidente rapidement. Voilà, il nous reste encore 3 minutes, peut-être pour parler de sa vision de l'agriculture de demain, puisque c'était le thème du livre qu'il venait de publier, Michel Masson. Son livre, aujourd'hui, sonne comme un véritable testament. On se demande s'il ne sentait pas les événements arriver, même si, quelquefois, c'est un peu inné. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, l'agriculture est dans le trou. Nous sommes ouverts à toute la concurrence internationale, avec des charges et des contraintes franco-françaises plus qu'européennes, parce que souvent on tape sur l'Europe, mais bon, si on appliquait que les règles européennes, on s'en sortirait mieux. Pour moi, avoir regardé un peu ce qui se passait de l'autre côté du Rhin, sur l'Europe de l'Est, on voit qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes contraintes que nous. Donc aujourd'hui, on a quand même des boulets aux pieds et on se prend des scuds venant de partout. Et ne serait-ce que le dernier, le fameux accord avec le Canada, c'est formidable cet accord avec le Canada. Ça nous ouvre un marché de 40 millions d'habitants. Nous, on leur offre un marché de 500 millions d'habitants. On va importer des céréales qu'on n'a pas besoin. On va importer de la viande qu'on n'a pas besoin, de la viande rouge de bœuf ou de la viande de porc. Et nous, on va exporter 4 fromages au Canada. C'est un accord effectivement très équilibré. C'est un marché de dupes. Michel Masson, vous dites toujours que l'agriculture est dans le trou. Néanmoins, quand on vous entend aussi, vous parlez d'une agriculture qui se sert aujourd'hui des drones, des hautes technologies pour l'irrigation. Donc il y a deux agricultures en fait. Non, il y a des agricultures différentes avec des modes de production différents. Il y a du bio, il y a du conventionnel, il y a du raisonné. Et chacune de ces branches a son utilité et sa raison d'être avec un marché spécifique en face. Mais aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas ouvrir les portes au marché international et faire rentrer des produits qui n'ont pas 10% de nos contraintes, que ce soit fiscales, sociales ou environnementales. Il y a un moment donné, moi je veux bien qu'on fasse des normes, etc. Mais on ne peut pas mettre en concurrence des produits qui n'ont pas du tout les mêmes conditions. Et là aujourd'hui, c'est le consommateur qui est dupé, puisqu'il achète, quand on dit par exemple l'UFC Que Choisir dénonce régulièrement les teneurs en phytosanitaire, en produits en pesticides sur les fruits et légumes. Sauf qu'ils ne disent pas jusqu'au bout, c'est que 80% de ces analyses sont faites sur des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Donc c'est pas très sérieux tout ça. Pierre Laurent, sur cette agriculture moderne? Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'agriculture, mais ça m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que j'ai lu son livre, il me l'avait donné le lundi, donc je l'ai lu juste après. Et je suis frappé par une vision effectivement très ouverte, modernisatrice, et en même temps tirant les leçons. Il était européen, mais il est très conscient parce qu'on avait discuté d'un avis sur une déclaration européenne du président de région juste avant, la semaine d'avant. Et il était très conscient des failles, des lacunes de l'Europe, en quoi elle avait échoué, réussi sur la production d'après-guerre, à nourrir tous les Européens, c'était ça l'enjeu, mais que ça ne fonctionnait plus aujourd'hui, il fallait passer à autre chose. Et puis il était ouvert aussi, contrairement à la caricature, à l'image que le portaient parfois certains médias, c'était pas quelqu'un qui mettait le bio de côté, par exemple. Il était tout à fait conscient qu'il y avait une part, en tout cas importante,
mais pas la totalité de la production qui devait être bio. Et puis c'était un syndicaliste. Et ça se voyait très bien en Césaire, parce qu'il avait des bonnes relations, des relations d'estime mutuelle avec l'ensemble des syndicalistes, de la CGT à la CFTC, en passant par FO et la CFDT. Voilà, parce qu'il comprenait les combats pour les droits sociaux. Et plus globalement, il avait une écoute de toutes les opinions. Ça ne veut pas dire qu'il recherchait le consensus mou, mais il écoutait tout le monde. C'était un bon président du Césaire. C'était un très bon président. Vraiment, il faut le dire. Moi, je l'ai vu se mettre en colère extrêmement peu, parce qu'il avait beaucoup de self-control. Je l'ai vu blessé par des attaques personnelles. Voilà. Oui, ça, je pense que ça effectivement, ça a joué. La fin de sa vie a été marquée par des attaques personnelles, d'ailleurs d'une consoeur à vous, Élise Lucet, pour ne pas la citer. Là, les attaques personnelles, autant on peut combattre les idées, ça le dérangeait pas, et discuter, etc. Ça, c'est pas... Non, mais les attaques personnelles contre lui, contre sa famille, lui ont pesé très très lourd. On en avait discuté 2 jours avant son décès. Ça le peinait, même si on pensait que Xavier Belin était armé, avait une sacrée cuirasse. Il y a un moment donné, la répétition des attaques personnelles, ça finit par déstabiliser même les plus grands. Voilà, et bien ce sera le mot de la fin. En tous les cas, merci beaucoup Michel Masson et Pierre Alorand d'avoir été présents aujourd'hui au micro de RCF pour donc cette émission spéciale Xavier Belin en partenariat avec Max Centre. Christian Bidot, merci beaucoup. Merci Sophie.